Bonjour à tous, Morin François, interne de Desk de médecine d'urgence. Je vous présente ici, dans la continuité de la vidéo précédente, l'échographie pleuropulmonaire dans la dyspnée aiguë aux urgences. Nous avons vu dans la précédente vidéo les principes généraux de cette échographie. Nous allons maintenant voir l'application clinique de l'ECMU 1 et 2 pleuropulmonaire et l'arborescence de raisonnement diagnostique à parfaitement savoir maîtriser. Les objectifs pédagogiques, il y en a 4. Le premier étant de maîtriser le Blue Protocol, qui est la base de raisonnement étiologique devant une dyspnée aiguë. Le deuxième objectif spécifique à l'œdème aigu du poumon est de maîtriser la méthode de Volpicelli, que nous avons déjà abordée dans la précédente vidéo, mais que nous allons revoir en détail. Connaître également le protocole diagnostique du pneumothorax. Et enfin, connaître donc les différents tableaux pathologiques, les différentes associations de signes pour tel ou tel diagnostic que l'on a déjà abordé dans la partie précédente, dans la vidéo précédente, mais que nous allons revoir plus en détail maintenant. Donc les zones thoraciques d'intérêt, il y en a 6 par émission pulmonaire. La zone 1 qui est dite antérieure, qui correspond à une zone délimitée par la clavicule en haut, le bord sternal en médial, le 5e, 6e espace intercostal en bas et la ligne axillaire antérieure en latéral, divisée en parties supérieures et inférieures. La zone 2 qui est plus antérolatérale, entre le creux axillaire en haut, le 5e, 6e espace intercostal en bas, la ligne axillaire antérieure en médial et en latéral, la ligne axillaire postérieure. Et enfin la zone 3, dite latéro-postérieure, que l'on obtient avec un décubitus dorsal et une légère inclinaison contralatérale du thorax, elle-même divisée en parties supérieures et inférieures, et limitée en avant par la ligne axillaire postérieure et en arrière par le plan du lit. La sonde échographique, je le rappelle, devra être placée longitudinalement sur un espace intercostal. Donc le Blue Protocol, pour commencer, le Blue Protocol qui résulte d'une publication de Daniel Lichtenstein dans le journal Chest le 10 avril 2008, c'est la référence en matière de raisonnement étiologique d'une dyspnée aiguë grâce à l'échographie. Dans cette étude, Lichtenstein a évalué 260 dyspnées aiguës sur le plateau technique de réanimation, et donc cette étude observationnelle est réalisée en réanimation. Néanmoins, on peut tout à fait la transposer aux urgences, voire en préhospitalier, sous réserve de faire preuve d'une rigueur opérationnelle. Cette technique permet de diagnostiquer avec une bonne spécificité et une bonne sensibilité les 6 principales étiologies de dyspnée aiguë, que sont l'œdème aigu du poumon, que sont la présence d'un pneumothorax, d'une pneumonie, d'une embolie pulmonaire, d'une exacerbation de BPCO ou d'une crise d'asthme. La limite étant que les autres causes de dyspnée ne sont pas traitées, néanmoins elles ne représenteraient, d'après les études, que 5%. Au terme de son travail, Daniel Lichtenstein a donc dessiné un arbre de raisonnement diagnostique échographique à réaliser devant une dyspnée aiguë qui permet donc de diagnostiquer les 6 principales étiologies que je viens de vous citer. Donc l'arborescence de Lichtenstein, la voilà. J'ai fait le choix de vous diviser son schéma en plusieurs étapes avec des couleurs différentes afin d'y voir un peu plus clair. Et on repère d'emblée que nos 6 étiologies principales ressortent de cet arbre diagnostique. Nous allons donc maintenant détailler étape par étape ce protocole. La première étape est de visualiser s'il existe ou non un glissement pleural. Il est visualisable en mode 2D avec un glissement de la plèvre viscérale sur la plèvre pariétale, donnant un aspect de mobilité de la ligne pleurale hyperéchogène. Je rappelle que ce glissement est supposé car on ne voit pas normalement les 2 feuillets, on voit un unique feuillet pleural, l'espace pleural étant virtuel. Donc ça, on le voit bien sur la vidéo au niveau de la partie de droite.
Et en mode TM, on a la présence de ce qu'on appelle le signe du bord de mer qu'on a évoqué précédemment. Donc, en fonction de ces deux modes, on va pouvoir dire si oui ou non il existe un glissement pleural. En cas de doute dans un des deux modes, évidemment, on se réfère à l'autre mode pour pouvoir statuer. Une fois que l'on a dit si oui ou non il y avait un glissement pleural, il s'agit de rechercher des lignes A et ou des lignes B ainsi qu'un signe de condensation alvéolaire. Les zones d'analyse sont ici les zones 1 et les zones 2, c'est-à-dire les zones antéro-latérales. On ne réalise pas cette analyse dans la zone 3, qui va être une zone d'étude un peu plus tard. Lors de cette étape, on va déjà remarquer que la pneumopathie infectieuse peut être isolée en cas de glissement pleural présent avec associé des lignes B unilatérales ou un foyer de condensation unilatéral associé. Et la pneumopathie peut également être isolée en cas d'absence de glissement pleural, mais la présence de ligne B locale. Normalement, les lignes sont absentes en cas de plèvre immobile, ce qui est le cas du pneumothorax. Donc, dans ce cas, on est bien devant une autre pathologie, et en l'occurrence, il s'agit de la pneumopathie. La recherche de ligne A. Donc, les lignes A, on rappelle que ce sont des lignes hyperéchogènes qui sont parallèles à la plèvre, qui sont présentes unilatérales ou de façon bilatérale, sachant que l'absence de présence bilatérale est en soi pathologique. La présence de lignes B qu'on voit dans cette vidéo, qui sont des lignes verticales qui effacent les lignes A, qui sont synchrones aux glissements pleuraux, qui sont hyperéchogènes, qui naissent de la ligne pleurale et qui sont de longueur indéfinie. On doit dire si elles sont unies ou bilatérales. Lorsqu'elles sont bilatérales, la méthode de Volpicelli nous permet, si les critères sont respectés, de nous orienter vers un œdème aigu du poumon cardiogénique avec une bonne sensibilité d'environ 97% et une spécificité de 95%. Ces paramètres diagnostiques étant supérieurs à ceux de la radiographie thoracique de face. On vient de le voir, en cas de glissement pleural présent, si ces lignes sont nombreuses et unilatérales, elles orientent plus vers une pneumonie. Les critères de Volpicelli, eux, orientent plus vers un œdème aigu du poumon. Et quels sont ces critères? Eh bien, ces critères sont la présence d'au moins 3 lignes B dans une des 4 aires thoraciques antérolatérales, c'est-à-dire la zone 1 supérieure et inférieure et la zone 2 supérieure et inférieure, de façon bilatérale. La présence de plus de 3 lignes B uniquement dans une zone unilatérale ne signe pas un œdème aigu du poumon. Il faut qu'elle soit présente dans au moins une zone au nombre d'au moins 3 lignes, et ce de façon bilatérale. La condensation pulmonaire, on l'a vu dans le topo précédent, qui est remarquée par une hépatisation pulmonaire, une isoéchogénicité de la zone condensée au foie et à la rate. Il existe au sein de cette condensation des zones hyperéchogènes qui signent le bronchogramme aérique. Et puis à sa limite inférieure, le signe dit de la ligne déchiquetée ou le shred sign pour ceux qui employaient les termes anglophones, voilà, et plus ou moins un épanchement pleural parapneumonique présent à proximité avec le signe que l'on a détaillé dans la vidéo précédente qui est appelé le signe de la queue de renard. Donc l'étape 3, lorsque l'on a un glissement pleural qui est absent et que l'on a une absence de ligne B, on va rechercher le pneumothorax. Le premier point de cette recherche est la recherche du point poumon, c'est-à-dire d'un point séparant un poumon mobile d'un poumon immobile en lien avec un pneumothorax. On le recherche particulièrement bien en mode TM, qui correspond au point séparant le signe du bord de mer du signe du code barre ou du millefeuille ou de la stratosphère. Ce point poumon est particulièrement sensible à 88% et spécifique à 99,6% du pneumothorax.
ces paramètres diagnostiques sont bien supérieurs à ceux de la radiographie thoracique de face. Donc l'arbre de raisonnement diagnostique devant une suspicion de pneumothorax est le suivant, avec en 1 la recherche d'un glissement pleural. On voit d'ores et déjà que la présence d'un glissement pleural fait rejeter le diagnostic de pneumothorax. Et donc en cas de glissement pleural absent, la présence de l'INB fait rejeter également le diagnostic de pneumothorax. Il nous oriente vers un diagnostic de pneumonie aiguë, on l'a vu précédemment. Et le glissement pleural absent associé à des lignes A nous fera rechercher le premier point spécifique, entre guillemets pathognomonique, de pneumothorax, qui est la recherche du point poumon. La présence de ce point poumon nous fera diagnostiquer un pneumothorax avec certitude, et en cas d'absence de ce point poumon, nous rechercherons un second point très important dans la recherche de pneumothorax, qui est le pouls pulmonaire, et ce pouls pulmonaire, en cas d'absence, fera diagnostiquer le pneumothorax. Qu'est-ce que c'est que le pouls pulmonaire? Eh bien, en fait, c'est la transmission au niveau du poumon des différents battements cardiaques. Et on imagine bien qu'en cas de présence d'air au niveau de la plèvre, entre les deux feuillets, dans le cas d'un pneumothorax, eh bien, le poumon est immobile et ne peut pas transmettre les vibrations des battements cardiaques. Donc, l'absence de pouls pulmonaire oriente vers un pneumothorax. Et la présence d'un pouls pulmonaire fait éliminer le pneumothorax. On recherche ensuite une thrombose veineuse profonde. Alors, la recherche de thrombose veineuse profonde repose sur la réalisation de deux techniques. La première étant l'échographie 4 points, qui met en évidence, en cas de thrombose veineuse profonde, une absence de compressibilité veineuse, que l'on va donc rechercher à 4 endroits: le point fémoral commun droit, le point fémoral commun gauche, et puis au niveau du point poplité droit et du point poplité gauche. On va rechercher également une image hyperéchogène intraluminale qui nous orientera vers une thrombose veineuse profonde. Et donc cette recherche de thrombose veineuse profonde n'est envisagée qu'en cas de glissement pleural présent et de ligne A présente bilatérale. Voici au niveau de la vidéo les deux signes que l'on doit rechercher. En 1, l'absence de compressibilité veineuse que l'on objective bien ici. Et en 2, la recherche d'un thrombus intravasculaire qui va se visualiser par une hyperéchogénécité intraluminale, ce que l'on voit ici. Donc, la thrombose veineuse profonde sera diagnostiquée en cas de positivité de l'échographie 4 points et ou de la présence d'une image hyperéchogène intraluminale de thrombose veineuse profonde. Et donc, c'est la présence d'une dyspnée aiguë associée à ce signe de thrombose veineuse profonde positif au niveau du membre inférieur qui nous fera s'orienter vers une embolie pulmonaire. Le diagnostic de référence étant, vous le savez tous, le scanner thoracique multibarrette. Et donc, la présence d'une dyspnée et de signes de thrombose veineuse profonde nous fera réaliser cet angioscanner. La dernière étape est l'étape du PLAPS pour postérolatéral alvéolaire and or pleural syndrome, ou syndrome alvéolaire et ou pleural latéro-postérieur en français, qui consiste à étudier la zone 3, c'est-à-dire la zone latéro-postérieure, en cas de présence de glissement pleural associé à des lignes A bilatérales et d'une absence de thrombose veineuse profonde au niveau des membres inférieurs. Cette étape consiste à rechercher une condensation pulmonaire comme dans l'étape 2, mais au niveau de la zone 3. Il peut exister de façon concomitante à cette condensation un épanchement pleural parapneumonique que l'on a vu dans le topo précédent, qui correspond à un épanchement réactionnel ou purulent à proximité de la condensation et qui permet de visualiser le signe de la queue de renard lorsque la condensation flotte au sein de cet épanchement. L'absence de condensation nous fera diagnostiquer une pathologie bronchique obstructive exacerbée, qu'il s'agisse d'exacerbation de BPCO ou de crise d'asthme.
Le diagnostic d'asthme ou de BPCO est donc un diagnostic d'exclusion en cas d'absence d'argument pour un pneumothorax, pour une pneumopathie, pour un œdème aigu du poumon cardiogénique, une absence de diagnostic de thrombose veineuse profonde et puis une absence toujours de diagnostic de condensation alvéolaire, nous orientant au niveau postérolatéral vers une pneumopathie. Je vous rappelle donc ici le Blue Protocol dans son intégralité, avec une première étape qui consiste à rechercher un glissement pleural, une seconde étape qui consiste à rechercher des lignes A, des lignes B et une condensation alvéolaire. En cas de ligne B unilatérale ou de condensation unilatérale associée à un glissement pleural présent, on s'oriente déjà vers une pneumopathie. Et en cas de glissement pleural absent associé à des lignes B unilatérales, on s'oriente vers une pneumopathie également. Les autres signes étant aspécifiques, on s'oriente vers telle ou telle pathologie, mais à ce point, nous avons besoin de réaliser d'autres analyses avec, par exemple, lorsque les lignes B sont bilatérales sur glissement pleural présent, la recherche des critères de Volpicelli pour diagnostiquer l'OAP, avec, en cas de ligne A présente sur glissement pleural absent, la nécessité de rechercher un pneumothorax avec le point poumon tout d'abord et puis le pouls pulmonaire ensuite. En cas de ligne A bilatérale présente sur glissement pleural présent, la recherche d'une maladie thromboembolique veineuse en distalité afin de s'orienter vers une embolie pulmonaire, et en cas d'absence, la recherche dans la zone 3 postérolatérale d'une condensation alvéolaire qui fera diagnostiquer une pneumopathie, ou en cas d'absence d'argument pour une pathologie bronchique obstructive. Donc les points clés de ce topo sont encore et toujours qu'il faut connaître les recommandations claires dictées par les deux niveaux de compétences échographiques en médecine d'urgence, le 1 de 2016 et le 2 de 2018, que le Blue Protocol de Liechtenstein rédigé en 2008 doit être parfaitement connu, avec les différentes étapes clés à connaître et à savoir dérouler dans le bon ordre. Et enfin, la méthode de Volpicelli, plus spécifique de l'œdème aigu du poumon cardiogénique en cas de présence de ligne B bilatérale. Merci pour votre attention et à bientôt.